Prologue. Autrefois, indigné de voir régner le mal, avec Lion Bardon, le scié Juvénal, et le poignard armé d'une plume sévère, aux noirs excès du temps, j'ai déclaré la guerre. Aujourd'hui, moins rigide et peut-être moins bon, je satirise encore, mais sur un autre ton. Quittant de Némésis la sublime folie, je prends modestement le masque de Thalie. Soudain me voilà réglant mes faibles pas sur ceux du tendre ami du noble Mocénas, et cherchant de mon mieux à retrouver la trace que dans les chants latins laissa jadis Horace. Imiter de nos jours même Horace, à quoi bon? Votre propre vin versez-nous, dira-t-on. Imiter, pourquoi pas? Que l'on est difficile à cette heure. Autrefois l'on était plus habile. Avec moins de fierté, nos aïeux sans remords savent mettre à profit les richesses des morts, et ces naïfs amants de l'antique science s'estimaient très heureux si leur intelligence réussissait à faire entrer dans leurs écrits vivantes les beautés de quelques vieux esprits. Autre temps, autre soin. De nos auteurs la veine, en ce siècle fécond et si fertile et vaine, que tirer des anciens le moindre petit mot, c'est tomber dans le cuistre et s'appeler un sot. À trop haut prix, je crois, se cotent les modernes. Ils jugent par trop vif le feu de leur lanterne, sans savoir si pourtant cette neuve clarté y aura comme l'antique à la postérité. À mon sens, les anciens faisaient moins de tapage, mais, doués par le ciel d'un esprit juste et sage, ils aimaient la nature, et, l'observant sans fin, en rendait les contours d'un pinceau net et fin. De là tous ces beaux vers que la grâce décore, nés depuis 3000 ans et qui vivent encore, ces écrits pleins de sens, de vigueur et de sel, où la vérité mit son cachet immortel. Aussi qui tient en main l'un de ces beaux génies, a-t-il d'en profiter de terribles envies, et se sent-il tenté, par un adroit larcin, d'enlever une pierre à son brillant écrin, de découper un pan de sa pourpre divine, pour faire que la sienne un peu plus s'illumine, pensant qu'à cette robe arracher un morceau n'est point se revêtir d'un stérile lambeau d'étoffe, mais qu'avec ce fin tissu de laine, c'est ravir une part de la nature humaine, de ce fond immortel qui ne change jamais, quel qu'en soit le pays et quels qu'en soient les traits. Voilà ce que j'essaie. Ah, quand la veine s'use, quand pour nous de baisers moins prodigue à la muse, il faut se départir de grands airs d'inventeur et faire volontiers métier d'imitateur. À cette œuvre d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, on peut encore parfois grappiller quelque gloire. Un vieux moyen de s'enrichir. Imitation d'Horace. Robert Macaire et Bertrand causent ensemble sur le boulevard du Temple. Allons, encore un mot, Robert, et je te laisse. Apprends-moi le moyen d'attraper la richesse. Tu ris? Ouéda, Bertrand, n'est-ce donc pas assez, après tant de périls, tant de pièges dressés, d'avoir heureusement dérouté la police et revu de Paris l'enceinte protectrice? Oh, sublime Robert, ton esprit merveilleux a prédit sans mentir mon retour en ces lieux. C'est vrai, mais pour combler cette chance opportune, donne-moi le secret d'y trouver la fortune. Je la veux cependant d'une honnête façon, résolu que je suis à n'être plus fripon, à n'avoir plus jamais, quel que soit l'artifice, de rapport trop direct avec dame justice. Mais fallait-moi trouver, car pour moi la vertu, à Paris sans un sou ne vaut pas un fétu. Eh bien, puisque tu crains la débine livide, que tes basques d'habits ont en horreur le vide, mais puisque si tu veux vivre en homme de bien, voici pour t'enrichir un honnête moyen. De même qu'un furet mis dans une garenne, flairant l'air et cédant l'instinct qui l'entraîne, à bientôt dans son fort dépisté Jean Lapin, et du lest animal terminer le destin.
De même, au sein confus de cette énorme ville, tu sauras découvrir quelques vieils imbéciles, quelques épais fournisseurs, quelques gras épiciers, riches dents et d'écus, mais pauvres d'héritiers. Alors, ami Bertrand, ta fortune est certaine. Si tu t'y prends, morbleu, comme il faut qu'on s'y prenne. Je saisis ton idée et comprends clairement. Tu veux me faire ici courir le testament. Pilade, tu l'as dit, la course à l'héritage, ou la course au clocher produit davantage. Tout le monde aujourd'hui s'y livre plus ou moins, tant le luxe à Paris a créé de besoins. Le chemin du travail est sûr, mais rude, immense, et dans ce temps maudit de folle concurrence, soit comme médecin, commerçant, avocat, c'est bien lourd de charrette à tirer qu'un État. Au contraire, il est doux, sans avoir rien à faire, de s'entendre un matin nommé millionnaire et de se réveiller avec le sentiment qu'on est à tout jamais sauvé du dénuement. Et cela, cher Bertrand, parce qu'un bénet d'homme, avant de fermer l'œil pour faire la grande somme, aura mis votre nom sur un bout de papier. Pas davantage, ami, vous êtes héritier. Et soudain vous voilà riche propriétaire. À vous laquais, chevaux, maisons, châteaux et terres, vous êtes homme grave et de capacité, en passe d'être tout. À moins serait tenté le diable, ou si ce titre est l'appât des familles. Et, roses du printemps, les plus charmantes filles, n'ont des sourires frais de clignement d'yeux, que pour les cheveux gris et les visages vieux. Peste, c'est séduisant, mais que me faut-il faire? Presque rien, mon ami, toucher le cœur et plaire. C'est difficile? Non, de l'esprit quelques pas, et nombre de discours que l'on ne pense pas. Donner de l'encensoir aux gens. La flatterie est un fusil chargé de grosses menteries, qu'au visage d'un sot l'on tire à bout portant, mais qui, loin de tuer, le fait vivre d'autant. De son feu bienheureux jamais on ne se lasse, et le tirer toujours au tireur en rend grâce. Use donc de cette arme avec brutalité, sans crainte d'être extrême en ta duplicité. Tu connais Filoutin, ce vieux célibataire, qui demeure au marais en hibou solitaire? Ouais, c'est un fier coquin, des écus amoureux, qui 30 ans monnaya le cœur des malheureux, et qui, fourré souvent dans main de sale affaire, au dire du palais empoisonna son frère, un gueux qui plus que nous mérite sûrement les charmantes douceurs de l'emprisonnement. Eh bien, si le destin jamais te fait la grâce, cher Bertrand, de mener pareil homme en tenace, il faut effrontément être son louangeur, et jusque sur les toits soutenir son honneur. Robert, quoique je sois large de conscience, ce rôle-là pourtant passe ma complaisance. Alors va mendier, comme un chien, jour et nuit, t'abreuver au ruisseau. Vivre ainsi, je ne puis. Soumets-toi donc, mon cher, sans scrupules et sans glose, aux utiles conseils que mon cœur te propose. Les plus riches que toi, les gens plus relevés, n'ont pas été si fiers et s'en sont bien trouvés. Que t'importe après tout une insolente phrase, et les lourds colibets de main faiseurs d'emphase? Si quelqu'un te rencontre, vient dire tout bas, « Quoi, vous voyez cet homme et lui donner le bras? Vous ne savez donc point ce qui court sur son compte? » Tu répondras tout haut, « Ouais, je sais. Plus d'un compte. Mais rien n'étant prouvé, je n'en crois pas un mot. D'ailleurs, ce monstre d'homme est pour moi sans défaut. Dans maintes occasions où j'étais sans ressources, fort libéralement, il me prêta sa bourse. Qu'ajouter à cela? Rien. C'est un argument, sans réplique en nos jours de grands resserrements. Et le gloseur penaud, muet, baissant la tête, s'éloignera honteux de sa phrase indiscrète, tandis que ton propos vieillard apporté excitera pour toi sa générosité. Ce cher ami Bertrand, que son zèle me touche, dira-t-il, en pressant ton museau sur sa bouche. Voilà de mon bonheur l'inébranlable appui. Aussi, plus qu'il ne croit, j'ai su penser à lui. Et soudain, il y aura tiré du secrétaire son testament, duquel lecture il voudra faire. Mais d'y prêter l'oreille, oh, ne sois pas si sot. Halte là, n'en permets point le plus petit mot.
Des mains et de la bouche empêchent la lecture, disant « Ce que j'ai fait, c'était amitié pure. Je le ferai encore, car c'est la vérité. » D'ailleurs, pourquoi de moi s'être tant tourmenté? Me léguer quelque chose est un soin inutile. Dans mon sein maigre couve une flamme subtile qui, déployant sous peu son pouvoir destructeur, m'enverra chez les morts avant mon bienfaiteur. Cependant, cher ami, conduis-toi de manière à maintenir toujours le riche octogénaire dans l'aimable pensée de te laisser du bien. Pour cela, mets en jeu plus d'un adroit moyen. Il n'est point bon d'user toujours de flatterie. Il faut aussi parfois darder la calomnie, noircir de son venin tout parasite ardent que tu verras rôder au logis trop souvent. Pour sa race surtout, inquiète et lointaine, excite constamment le levain de sa haine. Car chez les vieilles gens, cœur sec et sans pitié, la haine est plus donnante encore que l'amitié. Un vieillard est souvent aux mains de domestiques, qui le tient et surveille en geôlier despotique. Garde-toi de heurter cet insolent pendeur. Fais chorus avec lui sur le barbon. Plus tard, tu pourras lestement la porte le mettre, quand de l'âme du vieux ton esprit sera maître. Car c'est là l'important. En cet honnête fin, pénètre tout d'abord, avec un coup d'œil fin, les goûts prédominants, les passions vivaces, que les ans n'ont point su refroidir de leur glace, et qui brûlent encore en ses sens vigoureux. Est-il gourmand? Bravo. C'est un défaut heureux, dont facile il sera de tirer avantage. Tes termes de cuisine épice ton langage. Nuit et jour, lis carême et sois bien au courant de tout ce que chevet de fameux entreprend. Il t'arrive jamais du fond de la province quelques faisans dorés, gibier digne d'un prince, quelques gros pâtés de fine venaison. Il faut, mon cher ami, montrer de la raison. N'y pas toucher et vite en faire sacrifice au ventre que tu veux rendre tes vœux propices. Aux soins de l'avenir, il faut beaucoup donner, et pour bien vivre un jour, savoir parfois jeûner. Mais si notre homme, exempt du feu de gourmandise, sous ce pot sans courir celui de paillardise, si Vénus, chatouillant ses reins luxurieux, vers son astre lui fait encore tourner les yeux, alors, ami Bertrand, victoire, sans partage, en tes heureuses mains passerait l'héritage. Un vieillard libertin, c'est l'ogre sans pitié, qui demande à tout prix d'être rassasié. Il faut de la chair fraîche à cet affreux vampire. Donc, par un coup de maître sur ton empire, avant qu'il ait sondé ton regard complaisant, amène-lui la fille et livre-lui ton sang. Que dis-tu là, Robert? Quoi? Tu veux qu'elle a dit? Sans intrigue, il n'est point de bonne comédie, et je ne sache pas de meilleur dénouement que celui qu'une femme amène dextrement. Or, si j'en crois les bruits qui courent sur ta fille, la rose est sur sa joue et son œil noir pétille. Elle est jeune surtout, point capital et bon, pour faire en son honneur chanter un vieux pigeon. Mais ma fille, Robert, est une fille honnête. Tu feras la leçon à cette jeune tête. D'abord, tu lui peindras son avenir en noir, puis, sous couleur d'hymen, la chose fera voir. Et, si bête elle n'est, elle comprendra vite que fille de 16 ans, qui n'est pas sans mérite, ne peut user ses jours à ravauder les bas d'un père infortuné qui souvent n'en a pas. Quant au vieux, j'en réponds, plus prompt qu'un feu de paille, les salaces désirs lui mordront les entrailles. Mais, ma chère, je crains qu'un homme laid et vieux ne soit pour sa jeunesse un objet odieux, qu'il n'inspire à son cœur dégoût et répugnance. Que ta cervelée lourde et pleine d'ignorance. Vois-tu pas tous les jours des enfants de 20 ans, aux glaces de l'hiver, marier leur printemps? Et sont-ce là vraiment les plus mauvais ménages? Non, l'or embellit tout, même les vieux visages. Que tes filles du vieux tâte un jour seulement, on l'en séparera plus difficilement qu'un chien de l'os qu'il ronge. Alors, fût-ce le diable, il n'est point de rival qui vous soit redoutable, ni de parents adroits qui vous puissent ravir l'héritage brillant que vous voulez tenir. Quand je dis, cependant, que vous n'avez nul être à craindre, je pourrais vous abuser peut-être, car de vous peut venir le danger sérieux. J'admets que vous soyez installés tous les deux au logis du vieillard. Ta fille est son délice. Le testament est fait à votre bénéfice. Dans la main du barbon écrit entièrement
remis en lieu certain est le seul testament. Tout va bien, mais alors, sûr de votre conquête, n'allez pas de bonne heure tous deux perdre la tête. Ta fille imprudemment, en public, au grand jour, de quelques beaux lions encourager l'amour. Et toi, souvent lassé d'un radoteur qui bave, de mauvais traitements affligé ton esclave. Le bonhomme en fureur de tant de dureté peut relever le front et d'un doigt hérité sur un bout de vélin, par 3 mots d'écriture, punir votre abandon et venger son injure. Est-ce que la mort sur son lit le clouait, songe-y bien, par lui tu peux être joué. Donc, il faut redoubler de soins, de prévenance, de prendre devant lui qu'une humble contenance, et jamais d'un mot dur lui faire apercevoir que vous êtes certain de palper son avoir. J'ai connu bien des gens qui, pour faute pareille, ont perdu l'heureux fruit de 25 ans de veille, et qui, pour avoir trop tourmenté l'hameçon, ont vu se décrocher sans fuir le poisson. Que leur exemple serve à ton expérience. Enfin arrivera le jour de délivrance, le jour où le trépas te fera l'agrément de coucher l'ennuyeux vieillard au monument. Alors, ami Bertrand, vive la joie. Comme un requin goulu qui voit venir sa proie, dans ton sein haletant tu sentiras ton cœur de volupté bondie. En effet, quel bonheur, quel transport que le tien, quand le grave notaire, lisant le testament d'une voix nette et claire, au nez des héritiers lancera ce brandon. Je lègue tous mes biens immobiliers ou non à mon ami Bertrand. Une ivresse divine, d'une chaude sueur baignera ta poitrine. Peut-être iras-tu t'évanouir au bras du notaire étonné. Pourtant, ne le fais pas. En acteur consommé jusqu'au bout, suis ton rôle. Maîtrise tes transports, courbe-toi comme un saule, et, tirant de ta poche un mouchoir, sur tes yeux, tiens-le ferme en poussant des soupirs douloureux. Et dis, pauvre cher homme, quel malheur insigne, c'était trop d'amitié, je n'en étais pas digne. Pour le voir vivre encore, je donnerais vraiment le bénéfice entier d'un pareil testament. Ses pleurs et ses regrets sont des ruses habiles, marque d'un cœur sensible, ils te seront utiles pour adoucir un peu les esprits ulcérés des malheureux parents par tes pièges frustrés. Mais crois-tu que ces gens s'éloignent sans rancune et me laissent en paix jouir de leur fortune? Au contraire, je crains qu'aux assises bientôt, je ne sois par leurs cris envoyé comme un sot. Rassure-toi, Bertrand, dors là-dessus tranquille. Ce serait tout au plus une affaire civile. D'ailleurs, si l'héritage est gros, tu trouveras assez de défenseurs pour sortir d'embarras. Vis donc en paix, mon brave, et voyons ce qu'on gagne, ce joli métier. Commence ta campagne. Aux trousses des vieillards, lance-toi sans délai. Bonne chasse. Pour moi, je porte mon filet. D'ailleurs, je me suis trop arrêté dans ma course. Adieu donc, cher Bertrand. On m'attend à la bourse. Dieu des Juifs, guide-moi dans ce divin enfer. Je vais agioter sur le chemin de fer. La statuomanie. Comme au jour déclinant de l'Empire de Rome, la mode est aujourd'hui de jouer au grand homme, de se donner, vivant, les airs d'un immortel, et d'avoir comme un saint sané chez son hôtel. C'était peu d'accabler les journaux de réclame, mais, par main tour à droit, mainte secrète trame, d'obtenir de la main d'un pauvre rédacteur, de génie avéré le brevet imposteur. C'était plus de remplir les quais et les rues d'ambitieux portraits aux mines incongrues, et de laisser au fond du crâne d'un badaud l'image d'un tribun et quelquefois d'un sot.
Il fallait mieux encore, un moyen plus solide, qu'un dessin fugitif ou qu'une phrase vide. Aussi le dur granit et le marbre et le rein sont-ils venus en aide à l'amour propre humain. Comme des champignons, ces pâles cryptogrammes, que septembre orageux de ces humides flammes enfantent par centaines au rebord des chemins. Il est né des milliers d'artistes dont les mains, tripotant et gâchant plus ou moins bien l'argile, ont fait d'un art sublime une chose futile, et mis de Phidias les outils respectés au service banal des moindres vanités. De là tous ces messieurs aux poses drôlatiques, dont le bronze encombra si longtemps nos boutiques, cet amas de chanteurs, de danseurs et d'acteurs, étalant fièrement leur toupet séducteur, tous ces fils de Danton, vrais monstres de pagode, dont le regard me fut tant de fois incommode, et dont j'eusse voulu délivrer la cité, si parmi ces suppôts de le cerf m'eût compté. Pardieu, n'était-ce pas bien assez de Versailles, ce grand capharnaüm de sanglantes batailles, où l'on trouve avec peine entre tant de tableaux les portraits réussis de quelques vrais héros. Encore si ce faux goût, cette rage de plâtre, cet amour effréné du bronze et de l'albâtre n'affligeait que Paris, ce serait demi-mal, mais le pays entier sous le vent fatal. Paris élève un trône à son enfant, Molière. Ailleurs, il ne faut pas demeurer en arrière, et voilà subito tout arrondissement aux provinces qui veut avoir son monument. Qui jamais eût pensé que la reconnaissance d'une contrée irait jusqu'à l'extravagance, d'ériger, en retour d'un aimable caquet, une statue en pied au bel esprit Gresset. Certes, Parmentier fut homme utile en sa sphère, il apprit à manger de la pomme de terre. Le service est très grand, mais pour ce fait humain, fallait-il comme un dieu le couler en airain? Hélas, il est si dur de voir son forum vide et toujours recouvert d'une poussière aride, lorsqu'au milieu du sien, la ville d'à côté, vous dresse un de ses fils en général sculpté. Un brave qui survit 15 ans sous le grand homme. Il n'eut peut-être bien d'autres mérites en somme que celui de sabrer, front vulgaire et cœur chaud, plus encore au butin qu'au péril de l'assaut. N'importe, on a son homme, et sans désavantage, on figure au livret du flâneur qui voyage. Et puis, dans les grands jours, c'est un thème tout fait pour les bredouillements d'un maire ou d'un préfet. Vraiment, on ne sait pas dans combien de bévues peut tomber le pays par amour des statues. Au marmiton bientôt l'on en accordera, comme la croix d'honneur, tout le monde en aura. Mais, dit-on, le pouvoir est là pour mettre en bride les excentricités d'une mode stupide. Le pouvoir, allons donc, il a dans ce moment autre chose à penser qu'à faire un règlement pour garder le pays d'une pente fatale, tenir en juste accord l'art avec la morale. D'ailleurs, ne vit-on pas en pleine liberté? Et pourvu qu'à l'État il ne soit rien quêté, chacun peut honorer qui lui plaît. Oh, Voltaire, si ton esprit encore habitait cette terre, comme il rirait de voir le bon peuple gaulois, jaloux de se portraire à l'exemple des rois. Oh Welsh, dirais-tu, puisqu'au race futur, vous voulez sûrement transmettre vos figures, donnez-vous ce plaisir, allez même à Paros, puisez l'élément pur d'autant de fiers ciseaux, tirèrent l'idéal de notre forme humaine, et d'où sortit un jour la blanche Anadyomène. Pour vous, rien de trop beau, rien de trop précieux. Posez-vous en guerrier, en prophète, en Dieu. Prenez 6 pieds de taille et des crânes énormes. Couvrez-vous le manteau, laissez voir vos formes. Soyez tel qu'il vous plaît d'être vu. Mais jamais ne soyez ressemblant, car vous êtes trop laid. Le secret de bien des gens, l'atelier du Titien à Venise. Le peintre est à son chevalet, et l'Arétin dans un fauteuil pose pour son portrait. Oui, compère,
le fait qu'on vous a rapporté est vrai sur tous les points. Strozzi, dans le côté, hier soir fut salué par un bon coup de dague, près Saint-Jean et Saint-Paul, et, pour être moins vague, c'est de moi qu'il le tient par procuration. J'ai dû répondre fer à qui parle bâton. Ce coup rabaissera quelque peu sa jactance. Mais, Seigneur Pietro, quelle affreuse existence que la vôtre. Toujours être en but au gourdin, ou bien être obligé d'armer un spadassin pour se garder des gens. C'est un rude dilemme. Pourriez-vous résoudre autrement le problème et dépenser l'esprit dont Dieu vous a doté, autrement qu'en injures et qu'en obscénité? Ne vous trompez-vous pas en prenant cette allure sur le but de la vie, sur votre nature? Non, compère, mon pied ne porte pas à faux. Je sais ce que je fais, je sens ce que je vaux, et vois sous leur vrai jour les objets de ce monde. Jeté par le hasard sur la machine ronde, avec le vide en poche et le mépris des miens, j'en fais payer la chance à mes concitoyens. Peut-être pensez-vous que les terrestres choses sont aptes à durer, comme fraîches roses, faites pour effleurer un jour en quelque Éden. Alors vous vous réglez là-dessus, et c'est bien. Mais moi, je n'y crois pas. Je suis sûr, au contraire, que notre pauvre corps, ce bahut de misère, est un étui trop sale et trop matériel, pour en soi enfermer un esprit mortel. Tout meurt avec nous et que, ce que l'histoire, les lettrés, les niais nomment du nom de gloire, et que fumée errante un siècle ou deux à l'œil, et dans l'éternité submergeant son orgueil. Si nature m'avait créé comme le tasse, sans estomac, sans rein, triste et blême de face, j'aurais pu comme lui vivre de rêves creux, de fruits confits, d'eau pure et d'amour langoureux. Mais bâti comme Hercule et d'un sang plein de flammes, aimant ce que la vie a de meilleur, les femmes, les écus et le vin, comme un moine cloîtré, l'âme toujours au ciel et le corps macéré, je ne pouvais user mes jours en abstinence. Je suis d'un autre bois. Voyez nos excellences, les ducs et les prélats et tous vos batailleurs, ils pratiquent la vie en habiles jongleurs. Grâce à leur rang, leur glaive et leurs fausses paroles, elle est pleine d'aisance et de volupté molle. Pourquoi en ferais-je autant de mon côté, avec l'outil commun le destin m'a planté? Je ne suis ni guerrier, ni prêtre, ni de race princière, mais je suis homme d'esprit, d'audace, et cela me suffit. Ma plume et mon cornet sont de force à m'emplir la panse et le gousset. Gutenberg ne suit pas, en créant sa machine, tout ce qui s'y trouvait de puissance divine. Moi seul l'ai bien compris. Un chiffon de papier me fait, quand je le veux, maître du monde entier. Avec ce talisman, vrai talisman de fée, j'ai l'existence large, éclatante, étoffée, un palais magnifique au bord du grand canal, une table galante celle d'un cardinal, des meubles, des habits d'une élégance exquise, et pour amour les corps les plus beaux de Venise. Non pas 2, non pas 3, mais 30. Puis je vois, se courber à mes pieds les envoyés des rois, et, pour que rien ne manque à mon désir avide, le dieu de la couleur, Titien le splendide, fait de ses nobles doigts en ce jour enchanté, passer ma face auguste à la postérité. Cette faiblesse qu'un jour, mon talent peut-être, on pourra reprocher. Faiblesse, non, cher maître. C'est du savoir-vivre et de l'habileté. Au fait, voyons la chose avec sa nudité. Pour moi, vous n'avez pas abondance d'estime, un grand fond d'intérêt, mais vous craignez ma rime, et tout doucettement vous me faites la cour, pour que sur vos tableaux mon esprit, en retour, fixe l'attention des puissances du monde. Sans doute la science est chez vous très profonde. Votre génie est beau, mais on ne le saurait moins si de ma verte muse il n'occupait les soins, et si ma plume ainsi qu'une trompe sonore, à tous les connaisseurs, du couchant à l'aurore, ne le proclamait-elle. C'est là du jugement. Mais moi, je montre aussi quelques discernements, en sachant vous frapper l'âme d'un peu de crainte. Car si j'étais pour vous une cervelle empreinte des fadeurs du Parnasse, un rimeur doucereux, point n'aurais-je espéré que le pinceau fameux, qui va de pourpre et d'or les princes de la terre, voulut bien retracer les traits d'un pauvre air. Ce que vous dites là n'est point sans vérité, et vous touchez mon faible ami, la vanité.
Oui, dans cette carrière aux chances incertaines où je cours, j'aime mieux votre amour que vos haines. Ce n'est pas qu'à part moi je ne sois convaincu de ma force et certain qu'au vrai beau revenu, le monde en l'avenir ne me rende justice. Mais je ne me sens pas né pour le sacrifice, ni fait, sauf à m'en voir récompensé plus tard, pour contenter mon cœur du seul travail de l'art. Je veux être applaudi d'une façon notoire, moi vivant, et tirer gros profit de ma gloire. Point ne faut, à ce compte, être en hostilité avec un Apollon aussi plein d'âpreté que le vôtre. On sait trop que dans les faits suprêmes, de l'art bien peu de gens vont jugeant par eux-mêmes. Mais comme il est facile en l'océan des sots de couler un artiste avec quelques bons mots. Cependant, quoique un bout d'égoïsme apparaisse, dans les bons sentiments que pour vous je professe, croyez bien qu'il s'y trouve aussi désir ardent de vous voir désormais plus sage, plus prudent, plus glorieux, enfin, que vous n'avez pu l'être. Ce désir-là, Seigneur, me touche et me pénètre. Vous voyez qu'avec vous, je ne me cache pas, et dit vrai, je n'ai donc que parti de très bas, sous le mépris des gens, sans guide et sans ressources, pour prendre votre élan et porter votre course, au sommet fabuleux où vous êtes monté, vous ayez dû combattre avec brutalité, frapper plus fort que justé, comme main bellitre, attaquer toutes gens et casser toutes vitres. Ma vainqueur aujourd'hui, triomphant et fêté, des riches et des grands et de la royauté, souverain des publics, maître de la fortune, pourquoi ne pas saisir cette chance opportune, laisser là le pamphlet et faire à nos neveux le don de quelque écrit noble et consciencieux. Pour de bonnes raisons, cher maître. Et le meilleur, c'est que tout mon esprit disparaîtrait sur l'heure, et que ce bon public, si friand de mes vers, se boucherait l'oreille au bruit de mes concerts. Ce qu'on attend de moi, c'est de la calomnie, de l'injure aux puissants, du sarcasme au génie. C'est le plaisir de rire aux dépens du voisin, de le voir écumer sous un peu de venin. Voilà pourquoi la foule m'idolâtre. Mais qu'un jour je lui serve un ragoût moins saumâtre et moins assaisonné d'ingrédients mordants, vous verrez si la bête y met le bout des dents. Puis, faut-il l'avouer et vous le dire en face, quand sérieusement au sommet du Parnasse, je voudrais m'élever et maintenir mes pas, au pur sentier de l'art, je n'y parviendrai pas. Je me connais, je suis peu dupe de moi-même. Si dans ce que j'écris, soit conte, soit poème, je me livre sans gêne aux écarts du cerveau, c'est quand moi je n'ai pas la faculté du beau, le sens d'un esprit juste, et que ma fantaisie n'est rien qu'extravagance et folle poésie. Quand, pour rendre les tons de mon style plus vifs et plus piquants, je fais des colliers d'adjectifs que j'enfle et je nourris jusqu'à la pléthore, les maigreurs de ma phrase avec la métaphore, ou que de leur vrai sens je détourne les mots et leur fais contracter les hymens les plus faux, enfin, lorsque plongeant au bas-fond populaire, j'en tire effrontément les tours les plus vulgaires, croyez-vous que j'ignore, en écrivant ici, que j'offense la règle et le goût? Pardieu si, je le sais très bien, mais il faut aller vite, détonner le commun par un trait insolite, lui donner pour du neuf et pour du feu divin des lasis de taverne et des mots d'arlequin. Je n'ai point de génie, sinon mon audace, je prétends égaler l'Arioste ou le Tasse, je mens, et du public, j'outrage la candeur. C'est aussi là le feu de plus d'un barbouilleur que les faveurs des sous encouragent à peindre. Au juste, au naturel ne pouvant pas atteindre, ils recherchent les faits, et leur crayon outré tombe dans le bizarre ou dans l'exagéré. Impuissant, c'est le mot de leur folle peinture, plus encore qu'elle n'est d'un travers de nature. Je le crois, mais, Seigneur, ne redoutez-vous pas que ce style par vous jugé fantasque et bas ne rebute, et que l'as de vos façons d'écrire, le public à la fin ne veuille plus vous lire? Alors abandonnez de son rire flatteur, et les échos manquant à votre vers ailleurs, que deviendra pour vous cette puissance vaine dont vous vous targuez tant? Je n'en suis pas en peine. Elle a pour fondement quelque chose de mieux qu'une phrase bien faite, un vers mélodieux. C'est la malignité, nourriture éternelle, et sûr appui de toute impuissante cervelle. Caresser l'intérêt, l'essence, la vanité, l'envie au rire faux et plein de cruauté,
vous serez les héros et les dieux de la foule. C'est dans le vil crottin que s'engraisse la poule. C'est avec le fumier qu'on obtient le froment. Tant que l'homme en son cœur aura quelque agrément à voir calomnier et mordre ses semblables, tant qu'il aura les sens aisément excitables, au tableau croustilleux des voluptés, enfin, tant que l'homme sera méchant et libertin, je serai craint, flatté comme un roi de la terre, et mieux qu'un front mitré, j'y ferai bonne chère. C'est fort possible, vu l'humaine lâcheté, mais grâce aussi, Seigneur, à cette iniquité, dès l'instant quatre postes vous aurez mis en poudre et fait tomber du doigt votre terrible foudre, les choses reprendront leur place. Et vos neveux pourraient bien ne garder de vous qu'un nom fâcheux, celui d'un achevé, dites le mot, compère, celui d'un impudent, d'un bandit littéraire, ou détroussant le monde une plume à la main, comme un reître embusqué sur le bord du chemin. Je sais ce que de moi le prochain pourra dire, mais j'en ris et m'en moque. Assez peu je soupire, après les vains honneurs de l'immortalité, ignorant si Dieu même est en réalité. Le présent seul, au pied léger comme la femme, et comme elle amusant, est le but qui m'enflamme. Ainsi qu'à le rideau sur moi sera tiré, que le ver sépulcral m'aura tout dévoré. Qu'importe à mon égard la sotte comédie, que sur le méchant bois des tréteaux de la vie joueront de vertueux baladins. L'on fera de mon corps, de mon nom, tout ce que l'on voudra. On pourra tout salir, le sac et l'étiquette. L'un aura toujours eu la panse rondelette, le temps qu'il fut debout, et l'autre aura jeté dans ce monde un rayon d'assez vive clarté. Qui sait, peut-être un jour même ferai-je école, peut-être qu'un sophiste à l'ardente parole, travaillant le public à mon intention, aura l'insigne honneur de relever mon nom. Je le vois, vous avez la volonté très ferme de rester dans le cercle où votre goût s'enferme. Vouloir triste, je crois, d'un exemple fatal, et qui peut vous causer à vous-même grand mal. Soit, suivez ce chemin, je renonce à combattre. Votre penchant, d'ailleurs, à force de débattre, je craindrais de jouer le rôle bête et fou, d'un froid pédant, stérile et plucheur de défauts. C'est bien raisonné, car à l'âge où nous sommes, cher maître, on change peu les sentiments des hommes. Ils reprennent toujours leur courant naturel. Content l'idéal ou le matériel, chacun, tout compte fait, à ce qu'il cherche au monde. À vous donc la fortune en bien-être féconde, les constantes faveurs d'un public enchanté, l'amitié des Césars et l'immortalité. À moi le bruit d'un jour, les fureurs de l'orage, à moi les vils surnoms, les haines et l'outrage, mais de l'or, du plaisir, et mon portrait enfin, du pinceau le plus vrai qu'ait produit l'art divin. La bonne tactique. Un matin, d'écouter de la rime indocile dans un coin populeux de notre grande ville. J'arrête quand tout à coup s'élève une rumeur. Un homme s'enfuyait en criant « Au voleur !» et désignait du doigt la route présumable que dans son vif élan avait pris le coupable. Et chacun de bondir vers l'endroit qu'il montrait, mais lui, par un détour à l'opposé, courait, laissant s'évertuer le menu populaire, après l'ombre du gueux qui n'était que chimère. Le vrai voleur, c'était lui-même. Et par son mot, le drôle, il avait mis tout le monde en défaut. Or, comme j'admirais ce tour de passe-passe, et comme on en impose à l'ignorante masse, à part moi, je me dis, au monde des salons, que de pareils gens aujourd'hui nous voyons. C'est le jeu. Porte Rousseau serait le personnage,
se présenterait sans un masque au visage, dans ce champ de lumière et de publicité, où vit si follement notre société. Que veut-on? Usurper l'honneur et les hommages, naturellement dus à la vertu des sages? Non, ce but de nos jours n'agite point le cœur, et l'on ne peut soucier de paraître meilleur. Ce qu'on cherche plutôt, c'est un bon artifice, qui permette à chacun de suivre en paix son vice, sans craindre le scandale et les cris indiscrets des gratteurs de papier, des faiseurs de caquets. Pour cela, de la règle, on revêt l'apparence, et, sous ce domino de parfaite décence, dans le raout mondain, jusqu'au dernier moment, on donne libre cours à ses débordements. Ainsi, sans rappeler la commune rouerie de tous ces fins escrocs de bonne compagnie qui savent attirer votre or de leur côté, en se donnant des airs d'austère probité, que d'autres vont mettant leur recette en usage, Don Juan et Marguillier épousent au mariage. Valère le joueur, héros du Lansquenet, qui sur le tapis vert de son tripot secret, du pactole 20 fois épuisera la source, déclare tout venant qu'il faut fermer la bourse. Friné, riche du bien de plus de 20 amants, et le cours ruisselant d'or et de diamants, s'irrite à tout propos du luxe des lorettes et demande un décret qui borne leur toilette. Puis l'on entend la vie des grattes et rimalcions tonner contre la table et sa profusion, sous là larmoyant flétrir la tyrannie et baser l'indigné cri à la calomnie. Un dîner d'anges. Nouvelle interprétation d'Horace. Paris présente aux yeux des contrastes étranges. On y voit les démons parler comme des anges, et les anges souvent vivre de la façon la plus habituelle aux enfants du démon. Dans toutes les douceurs que donne la richesse, le monde, le confort et la charmante ivresse, des fins repas, un jour de cet hiver dernier, je reçois d'un des miens une invite à dîner. C'est un homme savant et de ferme droiture, riche et mieux placé dans la magistrature, mais un peu simple et bien que fort pieux, trop chaud pour les coureurs d'église et le monde bigot. N'importe, au genre marqué par son biais aimable, chez notre amphitryon, en habit convenable, je me rends, et voilà qu'un superbe salon m'ouvre sa porte au cri d'un laquais à galon. Là, dans un bon fauteuil, près de la flamme active, un foyer monstrueux dont la chaleur avive, tout en causant avec mon hôte un peu distrait, j'attends que des dîneurs le cercle soit complet. L'attente n'est pas longue. À fort peu d'intervalle, des invités paraît la bande triomphale. Le premier qu'on annonce est un gros réjoui, à l'œil vif, au teint frais, au rire épanoui, masque de bon vivant chauffé de rouge antique, qui jubile et s'incline au nom de cher critique. Le second, salué par mon parent 3 fois, est traité de plus haut. Une broche de croix étincelle au-dessous de sa blanche cravate. C'est quelques grands seigneurs et même un diplomate. Derrière lui surgit, diffond un paletot, doublé de molleton bien douillet et bien chaud, un long profil blafard, sec, à la lèvre mince, qui s'avance de l'air d'un pontife ou d'un prince, et dont le seul roi et le regard hautain décèle un grand clerc, un saint Thomas d'Aquin. Pour faire le contraste, un monsieur en moustache entre sur ses talons, ses cheveux en panache, se dresse, un habit d'un goût neuf et coquet, emprisonne ses reins comme dans un corset. Un pantalon collant lui dessine la cuisse. On dirait à le voir un lion de coulisses. Le cercle, son abord est tout empoisonné d'une senteur de musc qui vous brûle le nez. Enfin, le front suant, couvert d'un rouge tendre, honteux et tout confus de s'être fait attendre, se glisse un petit homme à l'imberbe menton,
un abbé d'autrefois, un reste du vieux ton, que ses cellules nombreux et sa mine discrète, comme l'a dit Boileau, je reconnus prêtre. Les convives présents, dans le lieu du festin, nous passons, en marchant, tout heureux. Mon cousin me dit, tu vois la fleur des esprits catholiques, mon cher, écoute bien ces bouches angéliques. Leur pensée solide et leur parler divin. Le service était beau, plat d'argent, dans ma faim. On s'assied et d'abord circule le madère. Mon convive de gauche, en dégustant son verre, adresse la parole au blond poète héros. Eh bien, cher Saint-Nazaire, à quand le Saint-Bruno? Le chef-d'œuvre attendu ne se dévoile guère. Et vous, cher Théophraste, à quand vos caractères? Ce que l'on en connaît est d'un si haut ragoût que nous avons au cœur grand appétit du tout. Et voilà de nouveau ces héros de Molière, se jetant par le nez tout le vocabulaire des fades compliments, mots faramineux. On n'est pas plus piquant, on ne chante pas mieux. Mais un vaste turbo fait à point son entrée, pour finir l'embrassade et la phrase sucrée des deux lettrés. Alors, les yeux sur le morceau, chacun de s'écrier en chœur. Ah, que c'est beau! Je ne crois pas, dit l'un, que la superbe bête, pour laquelle le César fit si grave requête, au sénateur de Rome évalue ce poisson. Eh, Domitien, ce prince avait du bon, répare le diplomate à la langue affilée. Il savait se moquer des bavards d'assemblée. Seulement, il usait trop souvent du bourreau. Monsieur, dit à l'instant l'homme au parfum, le beau, en donnant un grand coup de couteau sur la table. Ne faisons pas trop fi de l'homme respectable, qui se nomme bourreau. Nous ne pourrions sans lui manger en sûreté le dîner d'aujourd'hui. C'est vrai, répond la troupe. Hier, j'étais en visite chez la marquise D, cœur tendre, esprit d'élite. Pour la désennuyer, je lui lus tout d'un trait le portrait merveilleux qu'un grand homme en a fait. Elle fut renversée, étourdie et ravie. Elle n'avait rien lu de si beau de sa vie. Pardieu, je le crois bien, dit le fils d'Apollon. C'était du pur de Mestre. Au bruit de ce grand nom, ainsi qu'au fond des bois, le cri d'un chien qui jappe est soudain répété par les échos qu'il frappe. 4 ou 5 fois, ainsi de nos gosiers béats, de Mestre, fait jaillir un torrent de hurrah. Quel homme, quel lutteur, quelle ironie amère, comme il vous flanque à bas ce drôle de Voltaire. Jean-Jacques, Montesquieu, ces donneurs de leçons, auprès du Savoyard sont de vrais polissons. Et mille autres propos, mon cousin Parmédès, à chaque trait ses yeux scintillaient comme braise. Il ne dégorgeait mot, mais je voyais son œil, de temps en temps vers moi tourné avec orgueil, semblant me dire, eh bien, était-ce raillerie quand je te promettais si fine compagnie? Je ne décrirai pas les différents morceaux qui nous furent servis tant refroidis que chauds. Hier de sanglier cuite à la bohémienne, côtelette d'agneau, dinde à la parisienne, truffe du Périgord. Je ne parlerai pas non plus des entremets couronnant le repas, pois vert au naturel et gelé à la fraise, croque en bouche, baba, crème à la polonaise. Pour dignement louer ce service excellent, il faudrait un berchou. Ce n'est pas son talent. Je viens donc au dessert. Il apparaît splendide, du champagne escorté. L'homme à face livide, notre penseur profond qui n'avait pas encore pris langue, dit d'un ton de Saint-Jean en bouche d'or. Permettez-moi, monsieur, en dévoué confrère, de vous faire présent tous d'un exemplaire du livre que je vais donner sur la douleur. La douleur, ah, vraiment, répond la table en chœur. Quel superbe sujet. Oui, monsieur, c'est le thème que je viens de traiter avec un soin extrême. J'en ai sondé le fond d'un regard plein d'amour, saisi tous les côtés, et le contre et le pour, et du tout j'ai conclu que rien sur cette terre, à notre avancement, n'était plus nécessaire. Vous jugerez, monsieur, mais je crois avoir fait de mon mieux toujours être demeuré vrai. Admirable, bravo, dit chacun à la ronde. La douleur, c'est la bêche féconde qui,
délivrant nos cœurs des penchants vicieux, les prépare à mûrir la semence des cieux. C'est le divin creuset où, sur l'ardente flamme, le fer devient acier. C'est la trempe de l'âme. Sans elle, nous serions moins que des animaux, des mollusques grossiers, de fades végétaux. C'était à qui mieux. Un moment de silence, je profite à mon tour pour doter l'assistance de mon mot. Je dis, Messieurs, pour moi, de Dieu, en créant la douleur, j'ignore encore le vœu, mais je le bénis fort de ces pitiés des hommes, et d'avoir fait couler sur le globe où nous sommes tant de flots de bon vin afin de l'y noyer. Mon mot lâché, j'attends l'effet du plaidoyer. Hélas, on aurait dit qu'une flamme effroyable du feu d'enfer venait de tomber sur la table. Tous les yeux aussitôt se dirigent vers moi, étonnés, inquiets, comme saisis d'effroi. Il semblait que je fusse une horrible vipère, un scorpion mortel. J'étais plus, un faux frère, filé dans la bande on ne sait trop comment, pour y porter le trouble et l'empoisonnement. Je voyais dans les yeux s'amasser la tempête, des cris, peut-être bien quelques vers à la tête. Redoutant pour lui-même une part des éclats, mon cousin, tout penaud, regardait dans les plats. Pourtant, grâce à l'entrain de notre gros critique, la chose prisonnièrement lugubre et tragique. Monsieur en est encore au Dieu des bonnes gens. C'est un peu vieux, dit-il, mais soyons indulgents. Un jour, comme plus d'un, il brisera l'idole de son printemps. Pour nous, reprenons notre rôle, à notre ami portons une santé d'honneur. Au noble historien de la sainte douleur, au poète inspiré de la grâce suprême, qui, tous, doit se sauver par un second baptême. Gloire, hommage, succès. Et le vent dans les cieux, son verre étincelant du jus délicieux, il le vide d'un trait. Ce magnifique exemple est soudain imité par les anges du temple. Et la table bientôt n'est plus qu'un cliquetis de vers ballottés, de vivailles, de cris, parmi lesquels pourtant j'entends mes oreilles teinter d'étranges mots et des phrases pareilles à celle-ci. La Ligue avait bien sa raison. Vive les fils d'Ignace et l'Inquisition. Connaissant trop le feu de ma courte harangue, je n'étais plus d'humeur à jouer de la langue dans ce tohu-bohu. Puis je ne voulais pas affliger le cousin de nouvel embarras. Je pris donc le parti de demeurer en place, bouche close, écoutant d'un sang-froid tout de glace tomber le flot vineux des grotesques rumeurs qui penchaient le gosier de ces gais festineurs. Cependant, je cherchais sourdement en moi-même un honnête moyen, un décent stratagème pour fausser compagnie à notre amphitryon. Il se montra bientôt. Dès l'instant qu'au salon, tout le monde passa pour achever la fête, entre le mocha noir et la blanche anisette, je saisis mon chapeau, puis, d'un pied clandestin, m'esquivant, de mon toit je repris le chemin. Non sans rire parfois au feu des réverbères, ce grave troupeau de Sénèques austères que j'avais vu, suivant le poète Victor, boire si joliment le falerne dans l'or. Une soirée d'esprit. Ami lecteur, voici ce que l'on m'a conté. Fort étrange le fait, plaisante l'aventure. Mais quel qu'en soit le fond, par Apollon, je jure, que mon cerveau malin n'en a rien inventé. Mesdames et messieurs, attention, silence. Notre colloque avec l'autre monde commence. Et, dans l'obscurité d'un demi-jour discret, tout autour d'une table, en un cercle muet,
groupés, les invités, fixes, bouche béante, d'actes surnaturels demeurent en attente. Le pontife au milieu, l'œil ardent, le front haut, s'agite et tend les mains. Bientôt un soubresaut et des craquements sourds de la table inspirée annoncent les esprits. La phalange sacrée qui veut bien visiter ce soir ce beau salon, c'est Jeanne d'Arc, Saint-Paul, Moïse et Fénelon. Rien que cela, du cœur vraiment les plus sublimes et les plus forts penseurs que sur les hautes cimes aient jamais éclairé la lumière des cieux. Que n'espère-t-on pas d'esprit si glorieux? Il parle, et pourtant de ses augustes bouches, il ne sort que discours incohérents et louches. Son ton plat, lieu commun, son style et son couleur, indigne de ces gens de génie et de cœur. N'importe, on s'extasie à leur pauvre oracle, et l'on applaudit fort le faiseur de miracles. Celui-ci, tout en feu, si vertueux promet, prodige sur prodige ainsi qu'à Nicolet, une apparition et la touche vivante, même des mains d'un mort. Une bonne croyante qui siège devant lui prend flamme et dit soudain: « Monsieur, si je pouvais sentir encore la main de feu mon pauvre frère, hein, serais heureuse de voir vos soins la faveur merveilleuse. Madame, il sera fait selon votre désir. Sur la table, veuillez allonger et tenir votre main, et bientôt la main tant souhaitée s'y joindra. » La croyante et Bobby, enchantée, obéit, et le cœur plein de trouble et d'espoir, attend l'attouchement. En effet, dans le noir, elle sent sur ses doigts une peau véritable, glissée. Dans son bonheur, et c'est bien concevable, elle veut à son tour presser la tendre main. Et la voilà, d'un coup intrépide et certain, qui retient le poignet fraternel au passage. Hélas, la main saisie avec courage n'était pas une main, mais un pied nu, sans bas, pied d'homme, très vivant et qui ne bougeait pas. Aussitôt un grand cri retentit dans la salle, tellement déchirant que tout ému, tout pâle, chaque assistant en a sur son siège bondi. La dame, en entendant cet effroyable cri, lâche son pied. Chacun se lève, on fait lumière. Et tous de rechercher la cause singulière d'un tel bruit. Que voit-on? Sur sa chaise, pâmé, le pontife étendu, muet, inanimé. On lui tape les mains, on lui mouille la tempe, et notre homme, bientôt aux clartés de la lampe, se réveille, s'y tire d'un air plein d'effroi. Qu'est-ce? Où suis-je? Mon Dieu, suis-je encore bien moi? Qu'avez-vous? Lui dit-on. Mais hélas, dans l'assistance, il a dû se commettre une grosse indécence à l'endroit des esprits, si bien qu'en sa douleur, l'un d'entre eux m'a frappé d'un coup si fort au cœur que j'en ai cru mourir. Mais je le sens, la vie m'est encore laissée, et je l'en remercie. Une autre fois, soyons moins imprudents. Ce soir, nous l'esprit nous voudrait se laisser entrevoir. La séance est levée, et la mine refaite, notre compère prend la poudre d'escampette. L'assemblée à son tour s'écoule peu à peu, pérorant, discutant, expliquant avec feu le cas du médium, quant à la pauvre dame, auteur fort innocent d'une si noire trame, elle n'y comprend rien, et dit: « C'est singulier, la main que je tenais pourtant, c'était un pied. » Le rêve de Monsieur Prudhomme. Ma femme, apportez-moi vite mon encrier et mes plumes. Je vais coucher sur le papier le rêve éblouissant de grandeur et d'aisance que je viens tout d'un coup de faire pour la France, ainsi que pour le monde. Assis au champ de Mars, ce matin, je voyais sous nos fiers étendards manœuvrer bravement les fils de la patrie. Cavaliers, fantassins, sur la terre pétrie, avançaient, reculaient, piétinaient, galopaient, se tournaient, se croisaient ou se développaient en colonnes, en cercles, en parallélogramme,
épuisant, comme on dit, tous les tons de la gamme, dans l'évolution de leurs différents corps. Merveilleux mannequin facile ressort, dont un seul cavalier au milieu de la plaine faisait mouvoir les fils d'une main souveraine. Ils eurent tous bien volté de sans manière, haletants, écumants et blanchis de poussière. Un mouvement d'arrêt de la main, quelques mots, mirent soudainement cette foule en repos. Et tous, chefs et soldats, oubliant l'exercice et les rudes labeurs de la poudreuse lisse, vers la cantine, allèrent gaiement fêter la vivandière et son doux fourniment. Quel sublime spectacle, et comme ma pensée, à bon droit avait lieu par lieu d'être exercée, je me disais, vraiment nous sommes bien niais d'aller si loin chercher l'ordre et le progrès. Républicains fougueux, farouches communistes, doux saint-simoniens, élégants fourriéristes, utopistes hardis qui depuis 50 ans cassaient plus d'une tête et ruinaient les gens pour leur fournir plus d'aise et les mieux faire vivre sans avoir la hauteur d'esprit qui vous enivre, et sans m'être donné surtout autant de mal, j'ai trouvé le grand mot de l'ordre social. C'est l'armée. Oui, vraiment. Tant que son beau système n'aura pas transformé la famille elle-même, la terre ne sera qu'un horrible chaos, un sol sans consistance et jamais sans repos. Vous riez de mon dire, Madame Prudhomme, mais ce profond discours n'est point de mauvaise somme. Cauchemar fantasque et le rêve malsain, c'est un rêve de sens, le bien du genre humain. Si notre belle France est la reine du monde, elle doit son pouvoir sur la terre et sur l'onde, sûrement l'idée heureuse dont le nom est ce magique mot, centralisation. Ah, cette idée heureuse à l'armée elle-même, pour l'incarnation et pour forme suprême. Ô France, ô mon pays, grand parmi les plus grands, qui ne serait point fier d'être un de tes enfants, quand l'on voit, comme moi, l'exemple que tu donnes au reste des humains. Arbitre des couronnes, reine des nations, continue à marcher dans la haute première et sans jamais broncher, tu m'y pieds vaillamment. Chaque jour l'industrie t'apporte les secours de son puissant génie, ses fils électrisés qui s'allongent dans l'air, sa bouillante vapeur et ses chemins de fer. Avec tous ces engins porteurs de la pensée, vite comme la foudre à travers cieux lancés, tu dois toucher le but et depuis si longtemps, et partant de grand roi, tu vises et tu tends l'enrégimentement de ton beau territoire. Redouble donc d'efforts et, jaloux de ta gloire, tous les peuples du monde imiteront tes pas. Et bientôt brillera le jour aux purs éclats, où l'Éternel, du haut de son céleste dôme, verra le globe entier marcher comme un seul homme. Quel moment je crois être en esprit transporté. C'est alors qu'on pourra dire avec vérité que notre genre humain n'est qu'un peuple de frères, qu'en étant plus sujet à passions contraires, on ne trouvera plus en toute nation qu'une seule pensée, une seule action. Des plus grosses cités aux plus petits villages, la règle en ces réseaux tiendra le sexe et l'âge, et, comme au régiment, dans l'intérêt commun, et pour le juste emploi des forces de chacun, les lois ordonneront le temps de tout à faire. Temps pour être au travail et temps pour ne rien faire, temps pour garder la chambre et temps pour en sortir, temps pour dîner, souper, déjeuner et dormir, temps même. Je m'entends. Quoi donc, monsieur Prudhomme? Suffit, n'est pas besoin, ma chère, qu'on vous nomme la chose. Pourquoi pas? Puisqu'il vous faut les mots, tant même pour remplir les devoirs conjugaux. Mais Joseph, c'est affreux, c'est de la tyrannie, car enfin... Mais si? Quoi? C'est une vilainie que d'imposer aux gens. Je reconnais bien le bon sens de Moïse alors qu'il s'écria « Le mal en ce bas monde est entré par la femme. » Ce que vous appelez despotisme, madame, c'est tout simplement l'ordre au suprême degré. Voyez les animaux, pour leurs besoins sacrés, ils n'ont qu'une saison, celle des fleurs naissantes. Mais c'est assez parler de choses transcendantes que femme ne saurait entendre sans railler. Brisons-la. Donnez-moi vite plume et papier, pour que l'humanité, que j'honore et j'estime, ne perde pas un mot de mon rêve sublime.
au bal de l'opéra. Harlequin et Pierrot se rencontrent au foyer. Pierrot est seul sur un banc, abîmé dans ses réflexions. Toujours triste, toujours soucieux, cher Pierrot, toujours mécontent du monde comme un sot. C'est un tort, un grand tort. Il faut fuir la tristesse et faire de chaque heure une charmante ivresse. Dans mes pensées, je suis la constance elle-même. Vois mon gilet, ébaille ma figure blême. Je suis blanc, toujours blanc comme un lys du Carmel. Quant à moi, mon habit est l'éclatant symbole de mes goûts fugitifs comme de ma parole. Jaune, vert, rouge, bleu, blanc et noir, j'ai vraiment d'un perroquet bavard le riche accoutrement. Et sur les papillons, ma vertu se modèle. En ce moment ici, demain là, j'ouvre l'aile à chaque vent qui passe et vole sans détour, courtiser toute fleur de puissance et d'amour. Changer est, selon moi, véritable sagesse et, comme dit Hegel, se mettre sans second, dont on n'a pas encore saisi le sens profond. Mon cher, je ne suis pas, mais je me fais sans cesse. Tu dois te fatiguer beaucoup à ce métier, et je ne voudrais pas même un jour l'essayer. Changer, changer toujours, mon ami, que de peine. Suer d'âme et de corps, se mettre hors d'haleine, et pour attraper quoi? Pour, la plupart du temps, pincer de ragaton quand on n'a plus de dents. Oui, grand observateur des choses de la vie, j'en ai bien calculé les chances et j'ai vu qu'à changer notre temps n'est point toujours perdu, et qu'on gagne parfois à la palinodie des places, de l'argent, des décorations, un fauteuil au Sénat, voire à l'Académie. Et c'est bien quelque chose, ami, que c'est l'ardent. Cela dépend du prix qu'on y met, de l'estime qu'on en fait. Quant à moi, j'aime peu le sublime. Tu le sais, j'ai des goûts modestes. Un bon plat, cuit à point, un flacon de baume ou de muscat, et des embrassements de ma chère Pierrette. Voilà ce qu'il me faut, tout ce que je souhaite en ce monde. Pour moi, le reste ne vaut pas l'effort d'un seul regard, la dépense d'un pas. Lorsque le vin est bon, la Pierrette charmante, ton système, mon cher, n'est pas à réformer. Mais le vin peut s'aigrir et ta gentille infante suivre un autre caprice et cesser de t'aimer. Alors que ferais-tu dans ta détresse amère? Hélas, c'est qu'à cette heure encore on me voit faire, regarder tristement la pointe de mes bas, en attendant l'objet aimé qui ne vient pas. Et si ta belle amie au bras d'un autre file, et te laisse en un coin, seul, craquer le marmot, est-ce que tu serais, par Vénus, assez sot pour demeurer fidèle à cette âme mobile? Mon cher, je ne peux pas changer de naturel. Constance est mon lot sur ce globe mortel. Et si Pierre est truie de ma tendresse extrême, je suis homme à laisser l'adorer quand même. Bon courage, Pierrot, et surtout du bonheur. Je te laisse en pâture à la mélancolie, broie à ton gré du noir. J'estime trop la vie pour la couvrir jamais d'un voile de langueur. Tu vois là-bas ce gros et grave personnage qui s'avance escorté de deux femmes au bras, deux démons babillants et hurions éclats. C'est un homme d'État et du plus haut parage. Il rentre tout à fait dans mes façons de voir. En ses opinions politiques, ce sage a, ma foi, plus souvent passé du blanc au noir que la lune en un mois n'a changé de visage. Je pense qu'en amour il a le même usage. Il m'en veut donc, avec ses deux lutins et lui, achever également le reste de ma nuit. Libre à chacun d'aller où son instinct l'entraîne. Des êtres des si bas, c'est la loi souveraine. Et la tienne partant. Vole de fleur en fleur, aux légers papillons brillants de couleur. Bonne chance surtout, car encore on est belle, à plus d'un feu follet, on peut griller ses ailes. Noir raffiné.
Voulez-vous en voir un? Tenez, voilà qu'il passe. Le nez haut et d'un air disant, faites-moi place. Ce n'est plus, comme a entendu son roi Louis, un jeune homme à panache, aux talons enfouis, dans de larges houseaux doublés de brocatelles, en pourpoint de velours, en collet de dentelle, à rapières dressées en dessous du manteau. Non, c'est moins tapageur, moins élégant, moins beau, mais non moins agaçant. Ce grand chercheur de noises se présente aujourd'hui d'une façon bourgeoise. Selon le goût du jour, et souvent très peu neuf, son torse est revêtu d'un simple drap d'elbeuf. Sur sa lèvre, un cigare énormément s'avance. Entre ses doigts, un jonc de verdier se balance. Des gants jaunes aux mains, du vernis noir aux pieds. Un peu de frais, voilà notre homme tout entier. Quel est-il? D'où vient-il? Ah, c'est là le mystère. Ne cherchons pas trop, car ce n'est d'ordinaire que le fils d'un marchand ou d'un courtier marrant qui n'a jamais rien fait et ne s'est trouvé bon qu'à battre le pavé, qu'à mener grasse vie, manger chaud, boire frais, en folle compagnie, et suivre jusqu'au jour sur un divan fumeux les étranges hasards d'un baccarat fiévreux. Pourtant, devant son nom, la noble particule brille et sur le vélin carrément s'articule. A-t-il droit d'y prétendre, ou bien ne l'a-t-il pas? Il n'est point très aisé de résoudre le cas. Le fait est qu'il apprend. Elle est si nécessaire. Par elle, il se faufile en la bande légère, des prodigues titrés, puis c'est un passeport auprès des usuriers, prince du coffre-fort, des fournisseurs craintifs, des femmes de théâtre, autour de qui son cœur gratuitement folâtre. D'ailleurs, qui le déçu voudrait le chicaner? Aucun. Faudrait-il pas soudain se voir mener, sur le pré, comme il dit en style de régence? Pour lui, vertu n'est point ce qu'un vain peuple pense. Obéissance pure aux préceptes de Dieu. Payer ce que l'on doit. Vivre chaste et de peu n'est pas son idéal. Mais en toute querelle, ne jamais reculer même d'une semelle, de ce point démentir, eut-on tort 1000 fois, et toujours, le ton haut, rendre fève pour poids. Tel est le fin des fins, ce qui le touche aux larmes. Le type de l'honneur, c'est l'habile en fait d'armes. L'école en l'honneur, c'est la salle du tir, où tout brave s'en vient d'adresse se munir. Qu'il est fier, qu'il est beau lorsqu'une triste histoire de duel malheureux le conduit au prétoire, comme il pose en docteur devant le magistrat. Il professe l'escrime, il se montre en état d'en donner des leçons le cour elle-même. Du geste, il en décrit plus d'un bon stratagème. Et s'il parle d'un maître en ce noble métier, c'est pour dire qu'il est l'ami du grand grisier, de l'illustre grisier. Il sait page par page le code du duel, rare et profond ouvrage de feu châteauvière, ce porte-lys charmant, du bel art d'embrocher son homme galamment. Il en cite le texte et vivement s'étonne qu'on connaît si peu le livre et la personne. À ce propos, d'un ton légèrement badin, il blague, c'est le mot, le procureur du pain, cet ardent ennemi des manières d'épée, et par qui si souvent leur audace est frappée. Enfin, dans son lyrisme, il s'écrie avec feu: le duel, c'est, monsieur, le jugement de Dieu. Sans lui, que deviendrait la dignité des âmes? Sans lui, plus de respect des vieillards et des femmes. Il est, comme l'a dit un penseur magistral, M. Guizot, il est le fait le plus moral de nos âges nouveaux. Ah, si, par trop sévère, Thémis le veut bannir aujourd'hui de la terre, il trouvera toujours ouvert à son accès un asile assuré, le noble sol français. Tout cela ne serait que grotesque et risible si M. du Plastron et M. de la Cible s'éloignaient rarement des cafés et tripots
où le rappelons se fait admirer par les sots. Mais cette race, hélas, se répand dans le monde. En mes riches salons il pénètre, abonde, et tient là sous l'ampleur de sa fatuité la place du savoir et de l'honnêteté. Mieux encore, elle unit la plume à la rapière, et depuis quelque temps s'est faite littéraire. Héroïque champion des muses, ses bravos emplissent de leur bruit le sous-sol des journaux. Là passe le torrent de leur littérature, en incroyable histoire, en lubrique aventure. Et quand l'invention manque et les laisse à plat, aux personnalités leur esprit se rabat. Que d'éreintés alors, tout le monde factice qu'ils fréquentent, rivaux de plumes et de coulisses, est d'abord le sujet de leur lasis mordant. Puis ils frappent ailleurs, et le fiel de leurs dents, souvent monte imprimé d'affreuses marques noires, au respectable front de nos plus chères gloires. Sans réponse pourtant ces venimeux discours, et ces méchants brocards n'en restent pas toujours. Il arrive parfois qu'un homme de courage se lève et, l'arme en main, réprime leur verbiage en leur flanquant sans art quelques coups bien plantés qui remet les rieurs soudain du bon côté. Mais c'est assez parlé de cette aimable engeance. Finissons. J'ai voulu montrer que la semence de ces fiers capitans que Callot burina et que le bon régnier dans sa verve oublia n'est pas toute perdue, et qu'il nous reste encore quelques échantillons du genre matamor. Les embaumeurs. Les vieux Égyptiens vénéraient fort les morts. Ils avaient même l'art de soustraire les corps au travail dévorant de la faux de Saturne. Ils ne les mettaient point en cendres dans une urne, comme le pratiquaient les austères romains, mais les débarrassant des organes humains, corruptibles de baumes et de fins aromates, ils les bourraient, par ces choses délicates, dans le rose granit de monuments sculptés, leur conserve longtemps air de vitalité. Ce secret ne s'est point tout à fait en nos âges perdus. Non, de nos jours d'habiles personnages, acquis du renom dans cet art sépulcral, et l'on peut, entre tous, citer M. Ganal. Mais on fait mieux encore. Sur l'âme l'on opère, sur l'âme rayonnante de son étroite sphère. En un mot, on agit sur l'être en plein ressort. Le vif est embaumé tout autant que la mort. Vous vous moquez? Moi, non, vraiment. Je vous le jure. J'observe, et dans le cœur de l'humaine nature, signale un esprit de ruse et de détour, fort commun et déjà très ancien. Car du jour, la société se guise et se raffine, dans ses nombreux rapports, l'humanité décline, les actes violents y voilent de son mieux, ses défaillances ou ses plans malicieux. Voyez un peu l'ami dont l'affection baisse, et qui veut déguiser son défaut de tendresse, qui se montre, à l'endroit du cœur qu'il va quitter, une sollicitude à l'impatienter. Shakespeare l'avait dit, ce grand devin des âmes, lorsque de l'amitié les admirables flammes commencent à pâlir, elle redouble d'art et vous comble de soins, d'honnêteté, d'égard. La simple bonne foi n'a jamais tant de zèle, on n'est point si poli tant que l'âme est fidèle. Trop de pas, trop de mots sont les signes certains d'une amitié qui meurt et d'un cœur qui s'éteint. De même pour l'amant légère cervelle, que nouveau goût entraîne après quelque autre belle. S'il n'est pas un brutal, un horrible goujat, il ne brisera point ses nœuds avec éclat. Mais, glissant plus de miel en sa fausse parole, jusqu'au dernier instant, il soutiendra son rôle d'amant passionné. Ce ne sera alors que chose empressement, que sensible transport, promesse de plaisir, baiser, cajolerie, et même de cadeaux une abondante pluie. Bref,
Le jour du départ sera le plus aimant. Embaumement complet du divin sentiment. Maintenant arrivons aux hommes de l'idée. Ces graves penseurs dont l'âme est possédée. Du seul amour du vrai, soi-disant. Nous verrons qu'ils s'usent du même art suivant leur passion. Un critique veut-tu le couper court à la gloire, d'un rumeur trop ardent à remplir la mémoire, ses concitoyens du doux bruit de ses vers? Il cueille pour son front les lauriers les plus verts, chante le beau printemps de sa verve à tue-tête, l'exalte outre mesure, et puis après le traite de musée, le poète en faillite et glacé. Il l'embaume en un mot dans son brillant passé. Ce délicieux écrivain philosophe, qui n'aime point l'éclat trop tranché d'une étoffe, et, de pur demi-ton, des nuances épris, soutient que le vrai n'est ni blanc, ni noir, mais gris. Quand tout doucettement il attaque et ruine un grand culte basé sur l'essence divine de cet être adorable, étonnant, merveilleux, qui les faibles aima seul et parla pour eux, tout en le dépouillant de son nimbe céleste, il lui garde respect, et, saintement funeste, il embaume le Dieu dans l'éloge exalté des sublimes vertus de son humanité. Enfin, ces orateurs qui, montés au pinacle, et fiers de gouverner l'Empire sans obstacle, jettent force louange à leurs rivaux abats, les croyant jamais dévolus au trépas. Encore des embaumeurs, des gens dont la tactique fait pendant, sur le haut du tremplin politique, aux manières de plumes, aux fils des pharaons. Le temps vous a traité de terribles façons. Il a fauché vos dieux, vos cités et vos temples, mais il nous est resté de vous de bons exemples. Et longtemps, bien longtemps, l'art de vos embaumeurs trouvera parmi nous de fervents sectateurs. Une réfutation d'Horace. Il me souvient qu'un jour, aux plaines de l'Ombrie, voyageant, suivant l'us de la vieille Italie, dans le carrosse lourd d'un lent Turino, nous prîmes à mi-route un compagnon nouveau. On avait dépassé d'un mille ou deux Spolètes, et l'antique et sans peur, le seul qui tint tête au fameux Hannibal. Notre homme dans son coin, après force salut, s'assit, puis avec soin, rangeant ses vêtements et fermant la paupière, s'endormit au roulis du coche dans l'ornière. Tandis qu'il sommeillait en ronflant doucement, j'examinais son air et son accoutrement. C'était un beau vieillard basané de visage, et sur le front duquel la rude main de l'âge avait en sens divers tracé mains sillon creux, et semé sur le poil plus d'un flocon neigeux. Il portait un habit en drap de couleur brune, culotte également de drap, puis à chacune, des jambes guêtres en cuir montant jusqu'aux genoux. Le tout enveloppé depuis les pieds au cou d'un large manteau brun. Selon toute apparence, le hasard du chemin m'avait mis en présence d'un fermier du pays qui, sans autre attirail, allait dans quelque foire acheter du bétail. Or, tout en regardant sommeiller le bonhomme, à part moi je disais, il rêve dans son somme de vaches, de moutons et du gain qu'il pourra réaliser, puis, quand il se réveillera, le même rêve encore emplira sa cervelle, ne pensant qu'à grossir d'écus son escarcelle, pour le repos final, et ses jours, un par un, s'useront jusqu'au terme en ce cercle commun. Après tout, n'est-ce pas une façon de vivre, comme une autre, qui vaut l'agrément de poursuivre, une rime sonore en son vol vagabond, souvent métier de dupe. Arrivé près du mont où naquit saint François, un moment l'on arrête pour laisser respirer après si longue traite les chevaux fatigués. Chacun s'élance à bas du coche, et me voilà debout, croisant les bras, de long en large allant, flânant.
Enfin j'avise, sur le bord de la route, une superbe église. Un pieux monument qu'on me dit faire abri, au toit où l'œil du saint la clarté s'ouvrit. La curiosité me poussant, j'y pénètre, et je ne tarde pas à voir et reconnaître, parmi les visiteurs de la Sainte Maison, mon compagnon de route en fervente oraison. Il était à genoux et disait sa prière, d'un air si recueilli, de si grave manière, que j'eus vraiment plaisir à contempler un peu ce vieillard élevant son humble cœur à Dieu. Tout le voiturin au coche nous rappelle. Nous remontons, et l'on galope de plus belle. Trouvant près de moi l'honnête campagnard, et ne lui voyant plus dans l'œil aucun brouillard, pour mieux passer le temps avec lui, je m'abouche, et m'enquiert de sa vie et de ce qui le touche. Il me dit qu'il est fils des monts de Norcia, paysan brillant, et qu'à Livourne il va, pour l'engayer des ports, telle est son industrie. Chaque an, à pareil jour, il quitte sa patrie et descend en Toscane exercer son métier. Là, plus d'un laboureur, plus d'un riche fermier, lui donne de l'ouvrage. Et l'argent qu'il en tire, sentit à peu près qu'il met en tirelire, il rapporte au pays, tout le reste du temps, à vivre lui suffit. Bref, depuis 40 ans, il n'a jamais manqué de faire son voyage. Les révolutions, désastreux rages, les guerres ont eu beau passer sur son chemin, elles n'ont entravé ni ses pieds ni sa main. Pourtant, quand viendra l'heure où n'y voyant plus goutte, et n'étant plus de force à se remettre en route, il faudra s'arrêter. Il laissera sa part, travail à son fils qui, fort habile en l'art qu'il exerce, prendra pour lui sa clientèle et fera subsister sa vieillesse mortelle. Jusqu'au jour où du monde il se retirera. Non troppo scontento della sua vita. Cette dernière phrase à mes oreilles sonne d'une façon étrange, imprévue, et m'étonne. J'invite le bonhomme à me la répéter. Lui, sans malice aucune et sans même hésiter, me la répète ainsi qu'il vient de me la dire. Alors de m'écrier « Ô mon maître en satire, Horace, cher Flaccus, je vous prends en défaut. Si dans quelque recoin de ce monde falot, vous, le fin ricaneur, vous pouviez encore vivre, comme je vous ferais rayer de votre livre cette affirmation au verbe trop certain, que nul n'est ici-bas content de son destin. N'ai-je pas rencontré même en votre patrie un homme savant satisfait de la vie? Et cet homme n'est pas un des rares esprits de la littérature, un des grands favoris du splendide Plutus, mais une âme chrétienne, peinant en plus bas rang de la famille humaine. Oh, la bonne leçon pour tous ces altérés de richesse et d'honneur profane ou sacré, tantales inquiets, sans repos et sans joie, dans l'océan de biens où leur âme se noie, et qui, chargés de croix, de place et d'honneur, meurent rêvant encore de nouvelles faveurs. Il en est un surtout de cette folle race que j'eusse avec mon vieux voulu voir face à face, et le tympan frappé de l'aveu franc et net que si naïvement ces deux lèvres m'ont fait, c'est celui dont le pas, du midi jusqu'à l'ours, fatigue à notre France à le suivre en sa course, et qui disait un jour, brave compagnon, de sa gloire blâmant sa vaste ambition, et prétendant qu'à Dieu, si Dieu l'eût laissé faire, il eût ravi le trône dans la céleste sphère. Cette place, du roc, point n'en voudrait, ma foi, car elle ne serait qu'un cul-de-sac pour moi. Qui sait, peut-être bien que le terrible sire aurait mis quelques freins à sa fureur d'empire, en voyant tant de calme heureux sous les dehors d'un pauvre paysan, d'un langueur de porc. Un beau mariage. Cher lecteur, suis mes pas.
Entrons dans un ménage où, sous la cheminée, on bâcle le mariage. Prenons place au foyer et voyons un instant ce qu'on pense tout haut sur ce point important. La maison est bourgeoise ou noble, peu importe. Aujourd'hui qu'on n'a plus d'écusson à sa porte, que la fortune a mis son niveau sur les rangs, le langage et les mœurs ne sont point différents. Mon ami, dit la femme au père de famille, il est temps de songer à pourvoir notre fille. Eh bien, soit. Tu connais la caste. Il a du bien. 3 frères sans enfants, un nom qui vaut le mien. Il ne prendra que peu. C'est vraiment notre affaire. Mais il est, cher ami, presque sexagénaire. Tant mieux, c'est un motif pour qu'il ne soit pas fou. Il ne croque son bien jusqu'au dernier sou. Monsieur Georges, ami, me plairait davantage. Il a 30 ans ou plus, barbe noire au visage. C'est une jolie valseur et des plus complaisants à promener au bal les ennuis des mamans. Il pourrait devenir receveur ou notaire. Sans doute avec l'argent de son futur beau-père, car il exigerait une très grosse dot. Ma femme, ce n'est pas le mari qu'il nous faut. D'ailleurs, réfléchissons. Est-il juste à notre âge de faire de nos biens l'aventureux partage, de nous mettre à la gêne et pour nos chers enfants, de borner nos plaisirs? Songeons à nos vieux ans. C'est le premier parti, crois-le bien, qu'il faut prendre, et c'est Acaste donc qui sera notre gendre. Sa fortune est solide, et le monde le tient, dans tous les sens du mot, pour un homme de bien. Par lui, nous assurons le sort de notre fille. Sur ce, l'on a mandé l'innocente Camille. Comme un mouton craintif, front bas, sein agité, elle vient. Mon enfant, ton sort est arrêté. Tu vas te marier. Mon père? Oui, ma belle. Dans le monde aujourd'hui, tu prends place réelle. Tu comptes désormais. Ta bonne mère et moi, d'un excellent époux, avons fait choix pour toi. Il n'est pas jeune, non, il passe les 50, mais il possède au moins 20 000 écus de rente. Il n'est pas beau non plus, mais honnête est son nom. C'est un homme sensé, de convenance et bon. Heureux, il te rendra bien mieux que cette folle jeunesse qui n'a rien que fadeur en parole. Puis il te donnera voiture, mon enfant. Et, pesant des seins sur ce mot triomphant, le bonhomme poursuit. Tu sens, ma chère fille, que lorsqu'un tel honneur est fait à ta famille, il serait de ta part plus digne et malséant de le refuser. Non, ton cœur obéissant recevra de nos mains ce mari tutélaire comme le plus beau don que nous puissions te faire. Innocente Camille, à ce discours nouveau, baisse encore plus le front, rougit comme un pavot, reste tout immobile et comme sans entendre, puis, un mot étouffé qu'on a peine à comprendre, bégayant, elle dit « Chère maman, papa, je ferai, soyez sûrs, tout ce qui vous plaira. » On la rebaise alors, on l'appelle chérie, on rejoue avec elle une scène attendrie. On pousse des soupirs, des plaintes, des hélas, comme s'il lâchait, ou il l'enlevait des bras. Puis, Dieu béni d'avoir une enfant si charmante, si douce à ses parents étant obéissante, on la renvoie enfin dans son appartement, réfléchir tout à l'aise à ce grand changement. Maintenant avec elle en cette solitude, pénétrons et voyons quelle est son attitude. D'abord, tout étourdi et tout hors de soi, les 2 seins palpitants de surprise et d'émoi, elle se laisse aller au long d'une couchette, et là, dans l'oreiller plongeant sa blonde tête, elle y verse à long flot un déluge de pleurs. Bientôt de ses yeux tarissent les humeurs, et soudain à l'esprit sa nouvelle existence apparaît, se dessine et prend corps. Elle pense à ce monsieur âgé qu'elle ne connaît pas, et qui sous peu de jours l'étreindra dans ses bras. Elle en frissonne et voit à travers la pénombre, passer et repasser, comme un fantôme sombre, le visage attristé de son jeune cousin. Sa vie et ses jeux compagnons enfantins, et d'un voile de pleurs se couvre sa prunelle. Mais à quoi bon? Le vœu de l'âme paternelle n'est point là. Ce n'est point ce timide garçon qui sera son mari, mais le grave Barbon.
Il faut donc au désir de sa chère famille se soumettre, ou sinon jamais rester fille et clouée au logis. Ah, ce serait bien dur quand de la liberté l'on entrevoit l'azur. Le bonheur d'être à soi, de n'avoir plus de père, ni de mère grondant, et d'un regard sévère, veillant en vrai geôlier sur chacun de vos pas. Et puis cet inconnu vers elle ne vient pas, les mains vides, il a bijoux et cachemire, toilette à jeter 20 têtes en délire, de beaux appartements et de fringants chevaux, à briser en courant le tympan des badauds. Déjà sous sa fenêtre, elle entend sa voiture qui s'arrête et le bruit des laquais en dorure. Quel plaisir d'aller voir ses rivales de bal et de les écraser sous l'éclat triomphal de son luxe, surtout à leur jeune insolence d'arracher ces 5 mots. Camille a de la chance. Quel bonheur! Vient donc le conjugal sacré, le notaire, le maire et monsieur le curé, et d'un front sans pâleur, d'un air imperturbable, elle prononcera le oui tant redoutable. C'est bien. Les chers parents sont radieux, contents. Ils ont atteint leur but. Laissons filer le temps. Du bruit des cadeaux s'évaporer l'ivresse. Croit-on que sur un cœur tendre et plein de jeunesse, la nature a jamais abdiqué son droit? Non. Le cœur, au contrat qui fut mis hors la loi, saura bien quelque jour reprendre sa revanche. On ne tombe jamais que du point où l'on penche. Et c'est du cœur surtout que viendra le danger. En vain on l'abusa par un art mensonger. En vain on l'étouffa sous l'or et la dentelle. On ne l'a pas éteint, et, battant de plus belle, il se renvolera comme le jeune oiseau dès qu'il aura trouvé maille ouverte au panneau. Et ce ne sera long, car jamais homme d'âge ne peut jouer longtemps son jeune personnage. Bientôt le masque tombe, et l'on voit ce qu'il est. Un être fort maussade et répugnant il est. Alors que devenir? Un ennui vague, horrible, des tourmentes du cœur, le précurseur terrible, sur la belle agitant ses 2 ailes de plomb, fera bâiller sa bouche et courbera son front. Puis laissant des désirs, les infinis caprices, épuisant sur ses pas leurs futiles délices, vainement chasseront le fantôme hébété. Hélas, 3 fois hélas, si la maternité ne vient pas à propos par sa joie et ses peines, faire diversion à des langueurs malsaines, ou si du Rédempteur le Saint Commandement n'arrête pas le cours d'un fol entraînement, c'en est fait de l'honneur de ce toit domestique. Et quelques beaux matins, en ce coin pacifique, sous les 13 affadis du premier éventé, Monseigneur Coquuage entre avec majesté. Et sa prince jamais ne vient sans qu'il amène avec lui les fléaux de la famille humaine, le scandale, les cris, les fuites, les combats, et le venin mortel des verbeux avocats. Et les tristes parents, à qui beaucoup incombe, en ce malheur, souvent descendent à la tombe, leurs filles sur les bras et le cœur au regret, ce déplorable sort qu'à leur sang ils ont fait. Ah, que jadis, au sein des forêts de la Gaule, nos barbares aïeux comprenaient mieux leur rôle dans l'établissement de leurs belles enfants. Jamais ils n'exerçaient, despotes étouffants, sur leur cœur virginal de dure tyrannie, mais plutôt les laissaient, arbitres de leur vie, d'elles-mêmes régler leur amoureux destin. Quand venait le grand jour, en un vaste festin, du clan ils assemblaient la virile jeunesse, puis, au milieu des cris et des chants d'allégresse, ils faisaient apparaître, une amphore à la main, l'enfant qu'ils destinaient aux douceurs de l'hymen. Celle-ci lentement tournait autour des tables, et le premier garçon à qui ses doigts aimables versaient à flot doré l'hydromel écumant, devenait de ces jours le compagnon charmant. Et nos braves aïeux, la coutume était-elle, coutume, comme on voit, humaine et naturelle, pourquoi de notre temps n'y reviendrait-on pas? Elle ne sauvait point toujours des mauvais pas, du désordre, c'est vrai, car le cœur est volage, facile à se tromper, mais quel que fût l'orage
qui détruisait plus tard le lien fortuné, que deux cœurs s'étaient faits, ils se l'étaient donné. Et dans leurs plus beaux jours, leur saison printanière, grâce au choix spontané, la liberté plénière, de l'amour ils avaient savouré le bonheur en sa plus pure ivresse et sa plus sainte ardeur. Épilogue. Les satires. Mère d'Aristophane et du puissant Molière, Muse, pardonne si ma main s'élevant un moment jusqu'à ton front divin, j'ai pris ton masque pourpre et m'en suis fait visière. Pour gloser, badiner, railler par derrière, de façon à charmer notre pays malin, il faut beaucoup de verve, un esprit juste fin et surtout une voix légère. Ai-je ce don? Suis-je bien inspiré? Et mon vers, comme Horace, aura-t-il démontré qu'un rire franc perce mieux que des clameurs moroses? Je ne sais, mais craignant de plaisanter à tort, je m'arrête et je laisse aux lèvres d'un plus fort, et le masque et les choses